Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On arrive à l'avant-dernière vidéo de tout ce voyage en Asie et pour la vidéo de cette semaine je voulais te parler du dernier pays que j'ai visité en Asie cet été et c'est-à-dire Singapour. Donc en tout j'ai passé 5 jours à Singapour, tout d'abord une journée quand je suis arrivée en Asie début juillet mais c'était juste littéralement pour se remettre du jet lag donc j'ai pas franchement visité et ensuite j'y ai passé 4 jours à la fin de mon voyage avant de repartir en France et du coup dans cette vidéo aujourd'hui je vais te parler des visites à faire à Singapour, du logement, des transports, du budget bien sûr vu que Singapour ça reste une ville un petit peu cher. Et surtout, je vais essayer de te donner quelques conseils pour essayer de voyager pour un peu moins cher à Singapour. Comme d'habitude, je te laisse regarder la barre d'infos pour les timestamps de la vidéo s'il y a une partie de la vidéo qui t'intéresse davantage. Et on va commencer tout de suite avec les différentes visites à faire à Singapour. Alors moi, la première visite que j'ai faite à Singapour, c'est Fort Canning Park. J'en avais littéralement jamais entendu parler. Quand moi j'entendais parler de Singapour, forcément les grands trucs dont on entend parler c'est le Marina Bay Sands, la Cloud Forest, le Flower Dome, ces énormes jardins en fait. Fort Canning Park, j'en avais jamais entendu parler, qu'on se le dise. Et finalement c'était quand même juste à côté de notre hôtel capsule, genre peut-être 10-15 minutes à pied, donc c'était vraiment pas loin. Et on s'est dit que c'était une bonne première visite, on pensait vraiment juste que c'était un parc, donc la première idée qu'on avait c'était de traverser le parc en question pour ensuite rejoindre une autre partie de Singapour. Et en fait quand on est arrivé à Fort Canning, on s'est rendu compte que c'était pas juste un parc, que c'était vraiment genre un lieu historique. En plus il y a un espèce de musée, enfin une grande salle d'exposition en tout cas, qui a été ouverte en 2022, qui est complètement gratuite. Je dis salle d'exposition mais techniquement pour moi c'est un musée. Et du coup il y avait plein de salles différentes qui racontaient vraiment l'histoire de Singapour et surtout la place de Fort Canning dans l'histoire de Singapour. C'était super intéressant et je pense qu'on ne serait pas douté de vraiment toute la place en fait de Fort Canning dans l'histoire de Singapour si on n'avait pas vu ce musée. Autour de Fort Canning il y avait aussi des jardins et notamment les anciens jardins botaniques, ou en tout cas une partie qu'on a pu également visiter. C'était franchement comme visite c'était une super bonne surprise parce que je m'y attendais pas du tout et finalement c'était la visite historique qu'on a faite à Singapour et qui était vraiment sympa. Donc si je peux te conseiller une visite historique, ça sera celle-ci. La deuxième visite que j'ai noté à faire et que je te conseille, c'est de se balader le long de la petite rivière de Singapour, comme je l'ai appelée. En fait, ça s'appelle Singapore River, mais comme je crois qu'elle est assez longue, je préfère dire la petite rivière, dans le sens vraiment, enfin la promenade le long des quais de cette rivière qui traverse Singapour. Il y a toute une partie évidemment qui est piétonne et t'as aussi beaucoup de restos et de bars le long de cette rivière. Alors évidemment, les restos et les bars sont un petit peu chers, parce que forcément t'as la vue de loin sur le Marina Bay Sands et tout ça, donc si tu y vas, je te conseille de prendre un coca quoi, un truc pas trop cher. Mais ça vaut le coup. Et aussi le long de cette petite rivière, tu peux aussi voir différents bâtiments avec une architecture à l'influence coloniale, donc je pense notamment au Fullerton Hotel qui est je crois l'un des hôtels les plus célèbres de Singapour et qui a vraiment une architecture spécifique. Donc je te conseille vraiment de prendre le temps en fait de te balader le long de cette rivière, comme ça tu verras plein de trucs. Évidemment je ne peux pas parler de Singapour sans te parler du Marina Bay Sands, ça me semble un peu obligatoire. Alors je te conseille évidemment de passer à côté, de le voir et tout parce que ça reste hyper impressionnant, mais ce que je te conseille surtout c'est d'aller prendre un verre tout en haut. Alors je sais qu'en haut du Marina Bay Sands, t'as aussi l'observatoire qui te permet en fait d'avoir une vue presque à 360 degrés sur la ville de Singapour, tout simplement. Moi c'est pas ce que j'ai fait, je suis allée prendre un verre dans un des bars qui est exactement au même niveau, sauf que le prix du verre, qui coûtait quand même 12 $ singapouriens, je tiens quand même à le dire, enfin bref, le prix du verre m'a coûté moins cher que d'aller à l'observatoire pour à peu près la même vue, voire la même vue. Donc voilà, je trouve ça plus sympa. Il y a genre 2 ou 3 restos-bars au dernier étage du Marina Bay Sands et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est arrivé, on a juste demandé si on pouvait aller prendre un verre au rooftop. On est arrivé, on a pris le cocktail sans alcool le moins cher de la carte et on est resté là pendant 1h30, 2h je crois. On est arrivé vers 16h30 et c'était trop bien parce qu'il y avait vraiment des personnes alors qu'on voyait l'observatoire au bout où il y avait quand même un peu plus de monde, qu'on se le dise. Et comme on était carrément tout seul, on pouvait vraiment se balader en fait dans le bar et aller des deux côtés évidemment du bar. Donc d'un côté pour avoir la vue sur la ville en elle-même et de l'autre côté pour avoir la vue sur la mer et aussi sur les jardins de Singapour. Alors après je peux pas dire que l'observatoire ne vaut pas le coup tout simplement parce que je l'ai pas fait donc j'en sais rien. Mais par contre pour prendre un verre je trouve que c'est quand même une bonne idée. Déjà tu prends un verre donc c'est sympa et en plus t'as vraiment la vue et c'est moins cher que l'observatoire. Je trouve que c'est plutôt bénéf. La deuxième visite la plus connue à Singapour, et forcément il fallait que je t'en parle aussi, c'est Gardens by the Bay, donc que tu vois depuis le Marina Bay Sands. Donc moi j'y suis allée et au début on s'était dit qu'on allait juste se balader dans les jardins puisque les jardins sont gratuits et finalement en fait on avait vraiment envie de faire la Cloud Forest et le Flower Dome. Je pense que la Cloud Forest c'est vraiment l'endroit le plus emblématique parce que c'est une serre qui lâche de la brume à toutes les heures ou toutes les 2 heures, je me souviens plus. Donc ça crée évidemment une ambiance hyper mystique et en l'occurrence si on voulait aller à la Cloud Forest, il fallait payer l'entrée pour le Flower Dome. Donc je connaissais pas du tout le Flower Dome de nom, de réputation, de quoi que ce soit. Et finalement, enfin c'était trop bien. C'était
magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Déjà les jardins sont magnifiques, tu peux déjà t'y balader pendant 1 heure, 1 heure et demie. Alors la Cloud Forest et le Flower Dome c'est immense, il y a tellement de choses à voir. Alors certes c'est que des plantes, donc si tu dis que t'aimes pas trop ça, tu peux penser que ça va pas t'intéresser. Mais en fait c'est tellement bien organisé, c'est tellement bien fait, c'est tellement beau, il y a tellement de plantes, de variétés de fleurs différentes, enfin franchement c'était magique. Ouais. Je pense que s'il y a vraiment une visite que je conseille de payer à Singapour, ça serait celle-ci, honnêtement. Une autre visite gratuite à faire et qui est la 3e je pense bien connue à Singapour, c'est le Merlion. Ça se trouve je le prononce super mal. Bref, la statue du lion qui crache de l'eau là, voilà. En fait ce que je trouve sympa à faire comme balade, c'est de partir de la promenade en fait de ce lac dans lequel le Merlion crache de l'eau, mais de l'autre côté, et ensuite de prendre le pont qui s'appelle le pont du Jubilé je crois, et ensuite d'arriver au Merlion, donc de l'autre côté de ce petit lac. C'est vraiment sympa. Après le Merlion à proprement parler, c'est juste une statue d'un espèce de lion qui crache de l'eau dans le lac. On s'entend que c'est pas non plus transcendant, mais je trouve que la balade pour y aller est vraiment sympa. Et enfin pour terminer, les visites que j'ai faites et que je te recommande à Singapour, il y a vraiment 2 quartiers que je te conseille de visiter, et c'est Chinatown et Kampong Glam. Chinatown c'est un quartier qui est hyper coloré, avec énormément de street art. Il y avait en plus des petits stands de rue quand j'y étais, donc je trouve que l'ambiance est vraiment sympa, tu peux te balader mais je sais pas combien de temps dans ce quartier. Il y a aussi un temple très connu à visiter, moi il était fermé pour prière quand j'y suis allée, donc je ne l'ai pas visité, hein, forcément. Mais je trouve que le Chinatown de Singapour est vraiment beau en fait. Moi j'adore visiter les quartiers asiatiques en général quand je vais dans des villes, et là, là en l'occurrence c'est quartier chinois, et Chinatown était genre vraiment sympa quoi. Donc c'est vraiment un quartier que je te conseille de visiter, tout comme Kampong Glam. Donc Kampong Glam c'est le quartier arabe de Singapour, et c'est le quartier dans lequel j'ai dormi. C'est un quartier qui est hyper vivant, hyper coloré. Des restaurants, des bars, des boutiques partout, mais pas des boutiques en mode attrape-touriste, enfin, juste plein de boutiques, plein d'animations dans la rue, beaucoup de choses à visiter aussi. Il y a une très grande mosquée qui est magnifique en plus, il y a des rues avec beaucoup de street art, c'est un quartier qui est vivant, où il y a de l'ambiance, enfin j'ai adoré ce quartier. Je l'ai beaucoup plus découvert forcément pendant les 4 jours où j'y étais plutôt que ma première journée à Singapour début juillet, mais je pense que c'est vraiment le quartier que j'ai préféré. C'est aussi le quartier où j'ai été le plus longtemps évidemment, mais je pense que c'est vraiment le quartier que j'ai préféré. Donc voilà pour les visites que j'ai faites à Singapour. Honnêtement si j'étais restée plus longtemps, évidemment que j'aurais pu en faire bien d'autres, mais si t'as un temps limité à Singapour de seulement quelques jours, écoute je te conseille vraiment les visites que je viens de te dire. En tout cas moi ça m'a permis de vraiment bien visiter Singapour, tout du moins une partie. Et donc maintenant je vais passer au transport, et de mes 2 mois et demi en Asie, je pense que Singapour a été le pays où les transports m'ont coûté le moins cher. Alors non pas parce que c'est le pays où j'ai passé le moins de temps, parce qu'en effet j'y ai passé que 5 jours, mais vraiment parce que ça a été le pays où les transports m'ont coûté le moins cher. C'est-à-dire que j'ai pris aussi le métro quand j'étais à Kuala Lumpur et quand j'étais à Jakarta, et les trajets en métro me coûtaient plus cher que le métro à Singapour. En fait quand on est arrivé début juillet à l'aéroport de Singapour, donc on venait littéralement d'arriver de France, on a décidé de prendre le métro pour se rendre jusqu'à notre hôtel capsule, et on avait vu qu'en fait on pouvait juste biper notre carte bancaire sur les bornes, enfin sur les tourniquets, et ça nous laissait passer, et ensuite ça allait nous débiter en fait le montant de la course quoi. C'est-à-dire que dépendamment de où tu rentres et surtout de où tu sors, en fonction de la distance, bah tu vas être chargé un certain montant qui change en fonction de la distance. Et on pensait forcément qu'en bipant en sortie, donc à la station de métro à laquelle on descendait, on allait pouvoir voir sur le tourniquet bah en gros combien ça allait nous débiter sur notre carte, et en fait c'était pas écrit, donc on s'est dit bon bah merde, ça se trouve ça va nous débiter un truc exorbitant. En plus on est à Singapour, forcément c'est une ville, c'est un pays qui est assez cher, et en fait quelques jours plus tard on regarde nos comptes, donc avec la carte Omax, donc une Mastercard, même si Omax ferme. Mais donc bref, on regarde nos comptes et on voit qu'on a été débité chacun de 7 centimes de dollars singapouriens, ce qui est l'équivalent de 5 centimes d'euros. Au début on s'est dit bon, ça doit être tu sais le montant de base, et puis quelques jours plus tard ça va s'actualiser en fonction de la distance que tu as parcourue. Je vous annonce que ça fait 2 mois que je suis rentrée, ça ne s'est toujours pas actualisé, donc c'est-à-dire que pour chaque trajet que je faisais, ça me débitait 7 centimes de dollars singapouriens, donc 5 centimes. Je crois que genre chacun on a dépensé genre 30 centimes en tout, enfin un truc ridicule, mais vraiment ridicule, c'est-à-dire que vraiment ça fait 2 mois qu'on est rentré, on n'a toujours pas compris. Alors est-ce que c'était vraiment ce qui devait nous être débité sur notre carte ?
ou est-ce qu'il y a eu une couille dans le pâté quelque part qui nous a bénéficié? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment le pays où les transports étaient le moins chers. Alors par contre, j'en ai parlé dans un post Instagram et il y a quelqu'un qui a commenté en disant que genre son conjoint, sa conjointe, je sais plus, avait fait la même chose que nous, donc c'est-à-dire que la personne payait, enfin bipait en fait à l'entrée du métro avec sa carte bancaire, sauf que sa carte bancaire c'était une Visa et la personne en question avec sa Visa était débitée de genre 2-3 € à chaque fois alors que moi c'était genre 5 centimes d'euros. Donc voilà, je pense que ça dépend des cartes bancaires, faut peut-être se renseigner avant. Mais littéralement, ce sont les seuls transports que j'ai pris à Singapour, c'est le métro, donc celui qui va jusqu'à l'aéroport de Singapour. J'ai fait, je vais pas dire toutes les lignes, mais une bonne partie des lignes. Le métro à Singapour, c'est le feu. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un truc aussi efficace, aussi propre, aussi à l'heure, aussi facile à comprendre, le feu. Après, en termes de logement à Singapour, faut savoir que c'est souvent le poste de dépense le plus cher. Les logements à Singapour, franchement, c'est débile à quel point c'est cher. C'est-à-dire que même en étant un minimum flexible sur le budget, en sachant que c'est quand même plus cher que évidemment dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, il faut quand même, je pense, s'y prendre un minimum en avance pour le coup, pour avoir des prix à peu près corrects. Et quand je dis correct, encore une fois, c'est par rapport au prix de Singapour, pas par rapport au prix de manière générale en Asie du Sud-Est. Donc moi, le premier logement que j'ai fait, c'était quand je suis arrivée à Singapour, donc pour une nuit seulement début juillet, et c'était un hôtel capsule. Et en fait, je n'ai fait que des hôtels capsules parce que c'est littéralement la solution la moins chère. Déjà, quand tu cherches un logement sur Booking, la plupart des résultats qui sortent, ce ne sont que des hôtels capsules. Voilà. Donc j'en avais trouvé un plutôt bien noté qui était justement à Kampong Glam, donc dans le quartier arabe, et qui s'appelle Metaspace Pod. Donc je crois que t'en as 2 ou 3 en fait à Singapour, des Metaspace, genre une franchise. Moi j'ai testé celui qui est sur Arab Street, donc vraiment à Kampong Glam, dans le quartier arabe. Super bien, j'ai eu 2 réceptionnistes différents, très sympa. C'était propre, franchement rien à dire là-dessus, c'était propre, le pod double hyper bien équipé, des lockers à chaque fois, les douches étaient propres, les toilettes étaient propres, franchement je n'ai rien à dire, c'était aussi très bien placé, c'était à quoi 7-8 minutes du métro, quelque chose comme ça, juste à côté d'une grande rue commerçante. Le deuxième hôtel capsule que j'ai fait par contre, j'ai quelques petites choses à dire dessus, voilà. Alors, vu qu'on savait très bien qu'on passait les 4 derniers jours de notre voyage à Singapour, on s'était dit bon, on va quand même essayer un peu d'assurer niveau logement pour essayer de trouver un truc pas trop cher. Donc, quand on est arrivé au Vietnam, j'ai regardé un moment, j'ai trouvé un hôtel capsule pas trop cher, pas trop mal noté, il était à l'époque à 8.1, 8.2, donc c'était assez correct. Et relativement pas cher quoi. Donc je le réserve parce que j'avais annulation gratuite jusque genre au 10 septembre. Au moins comme ça je nous assurais d'un logement à Singapour avec un prix pas trop dégueu. Et c'était quand on était en Indonésie, je crois à Nusa Lembongan, on reparle de Singapour, du fait qu'on va y aller, on se demande déjà où il est placé l'hôtel capsule parce qu'on l'a réservé il y a tellement longtemps qu'on s'en souvient plus. Je retourne sur l'affiche de l'hôtel capsule en question, je vois déjà qu'il a un peu baissé en notes, genre il est passé de 8.1, 8.2 à peut-être 7.8 ou 7.9. C'est pas drastique, mais je remarque quand même le truc. Mais bref, je m'en formalise pas et on arrive à Singapour, on arrive dans cet hôtel capsule qui, en fait, je pense, n'a pas été entretenu depuis le Covid. Très bien placé par contre, hein, sur la petite promenade de la rivière de Singapour, à côté de tous les restos et tout ça, plutôt proche du métro, 15-20 minutes à pied du Marina Bay Sands, franchement très bien placé. Pas entretenu. Mais quand je dis pas entretenu, c'est genre, tu vois que le ménage il est pas fait. C'est sale, tout simplement, c'est sale. Quand on est arrivé dans notre pod, c'était propre, genre, quand même regarder les draps et tout si tu veux, surtout qu'on avait déjà eu des cafards, c'était propre. Mais les parties communes, c'était pas possible quoi. Enfin, on avait petit-déj inclus et le petit-déj c'était genre peut-être de 8h à 10h, quelque chose comme ça. Et un jour, on a dû revenir vers peut-être 13h ou 14h, quelque chose comme ça, l'hôtel capsule, genre pour se poser 2 secondes, reprendre de l'eau, se changer, je sais plus. Et en fait, le petit-déj était encore là, dans la cuisine commune. Genre le beurre était ouvert. Genre à la vue de tous, enfin c'est du beurre, c'est le truc que t'es quand même censé réfrigérer un moment. Il était ouvert depuis 4h, j'étais en mode... Et ben heureusement qu'on n'a pas pris le petit-déj ce matin ici. Il y avait beaucoup de choses qui étaient cassées aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une machine à café en fait pour prendre un café, un cappuccino, ce que tu veux le matin. En fait la machine ne fonctionnait pas, donc déjà dans le petit-déj qui était inclus où t'es quand même censé avoir un café ou quelque chose comme ça, bah t'en avais pas du coup. Il y avait des machines à eau, il n'y avait pas d'eau dedans. Et je pense que le pompon sur la Garonne, ça a été 2 choses. C'est-à-dire que l'hôtel capsule était sur 2 étages, nous on était au 2e, et au premier, c'était des dortoirs aussi avec des douches. Au premier, c'était des douches séparées hommes et femmes, alors qu'à notre étage, c'était des douches mixtes. Et donc un jour, par curiosité, on est descendu au premier étage pour aller voir les douches. Donc on va voir du côté des hommes, je vais voir du côté des femmes. J'ouvre une cabine de douche.
de la merde par terre. Voilà, je pense que ça se passe d'explication, je ne veux même pas savoir comment ça s'est passé, mais juste c'était là. Et le deuxième truc, c'est que notre deuxième nuit, à 4 h du matin, j'entends mon copain à côté de moi qui se retourne et puis je sens qu'il fait un truc. Donc je lui demande ce qui se passe, et il me dit ah bah je voulais pas te réveiller et tout, mais je crois que j'avais une punaise de lit. On fait oh putain. Donc on regarde sous le matelas et il y avait un truc, c'était minuscule, et en fait non c'était pas une punaise de lit, c'était un cafard. Mais c'était un cafard. Donc il était 4 h du mat, on s'était couché à genre 11 h 30 minuit, donc clairement on avait genre 3 h 30, 4 heures de sommeil genre dans les pattes, donc on n'était pas très frais, et là on s'est dit bah qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit mais non en fait, genre on a déjà eu quoi 2 fois des cafards? Genre là c'est la 3e fois, enfin... Il y a une fois on est quand même resté une semaine dans un Airbnb avec des cafards, même si évidemment on les a pas découverts dès le premier jour, genre là c'est mort quoi. Donc il était 4 h du mat et on a passé 1 h 30 genre sur Booking à chercher un autre hôtel capsule, pas trop mal noté et qui soit pas non plus exorbitant parce qu'on le réservait genre pour le jour même littéralement et qu'encore une fois on est à Singapour. Enfin bref, ça a été toute une histoire, donc finalement on est retourné dans le premier hôtel capsule qu'on avait fait en arrivant au mois de juillet, donc le MetaSpace sur Arab Street, qui était très bien, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on a déposé nos affaires là à genre 15 h je crois, le jour même, et on arrive dans notre pod, et là on a vu la différence quoi, et là on a dit mais pourquoi, ne serait-ce que pour une nuit et demie, on s'est infligé l'autre hôtel capsule, qui s'appelle d'ailleurs, je tiens à le dire, Circular House, genre n'allez pas là. Et vraiment ce jour-là, enfin genre on s'était du coup réveillé à 4 h du mat, pas endormi, on est parti de l'hôtel directement avec genre nos affaires, on a visité toute la journée. Quand on est arrivé à 15 h à MetaSpace, qu'on a posé nos affaires et qu'on s'est littéralement posé dans notre pod pour faire une sieste parce qu'on était crevés, et là on avait l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles quoi, tellement c'était du luxe par rapport à ce qu'on avait eu à l'hôtel capsule d'avant quoi. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est pas du tout tous les hôtels capsules qui sont comme ça. Le fait est que Circular House c'était le cas, donc n'y mettez pas les pieds. Par contre MetaSpace, pas de soucis. À retenir donc à Singapour qu'il est fort probable que tu dormes en hôtel capsule et je te conseille franchement de réserver en avance, mais évidemment de bien faire attention aux notes et tout ça. Moi j'avais quand même fait attention, entre temps ça a baissé et j'aurais dû mieux regarder la deuxième fois. Et donc maintenant on va passer à la partie budget de ces vidéos, je pense que c'est très important, surtout pour Singapour, parce que même en y passant 5 jours, ça charge. Alors du coup pour ces 5 jours à Singapour, pour 2 personnes, on a dépensé 60 centimes d'euros pour les transports. Oui oui. Après on a dépensé en logement 207,97 €. Pour la nourriture, on a dépensé 319,23 €. Pour les activités, on a dépensé 39,85 €. Et pour tout ce qui est divers, donc souvent les cartes postales et l'envoi des cartes postales, on a dépensé 9,39 €. Donc pour 5 jours et pour 2 personnes à Singapour, ça fait un total de 577,04 €. Ce qui fait un total pour 5 jours par personne de 288,52 €, soit un total par jour et par personne de 57,70 €. On a explosé le budget. Si tu te souviens bien, le budget qu'on s'était fixé pour ce voyage, c'était 33 € par jour et par personne. On n'est pas franchement sur du 33 € là. Honnêtement, avant même d'arriver à Singapour, je le savais. C'est-à-dire que quand je voyais hôtel capsule 35 € la nuit, j'étais en mode bon, voilà, hein. Alors évidemment, si j'avais pu rester dans mon budget de 33 € par jour et par personne, je l'aurais fait, mais enfin je le savais quoi. Singapour c'est quand même l'un des pays les plus chers du monde, donc c'était sûr. Donc c'est pour ça que je suis pas trop déçue parce que je m'y attendais. Mais bon, enfin, c'est comme ça. En plus, je pense que le budget est d'autant plus gonflé qu'on a quand même dû payer 2 hébergements. Donc le premier hôtel capsule de la mort là, et le deuxième pour la dernière nuit. Et donc non, nous n'avons pas été remboursés de notre dernière nuit qu'on n'a pas faite à l'hôtel capsule des cafards. Donc évidemment le budget est un peu plus élevé. Après, comme tu peux le voir dans ce budget, les 2 postes de dépenses qui ont été les plus élevés pour nous, ça a été les logements et la nourriture. La nourriture, je pense que honnêtement on aurait pu faire moins. Je pense aussi que comme c'était la fin de notre voyage, on était un peu en mode vas-y c'est bon là, genre on n'en peut plus. Mais je pense que c'est un défi que j'aurais bien aimé relever, genre en mode qu'est-ce que je peux manger en fait à Singapour pour telle somme, par exemple pour genre 20 $ singapouriens, qu'est-ce que je peux bouffer à Singapour et tout, enfin bref. Idée de vidéo comme ça, mais je pense que ça aurait été un bon défi à relever. Donc si tu veux dépenser un peu moins que ce budget là à Singapour, les 2 choses que je peux te conseiller de faire, c'est déjà de bien choisir ton hôtel capsule, histoire de pas en payer 2 pour la même nuit, et aussi de dépenser un peu moins niveau nourriture, donc par exemple de manger plus de street food, d'aller dans les hawker centers, ce genre de choses. Mais en tout cas il vaut mieux le savoir, Singapour c'est cher, et tu ne pourras pas visiter Singapour avec le même budget que ce que tu peux dépenser au Vietnam ou en Malaisie par exemple. Donc comme je disais, je suis pas déçue d'avoir dépassé mon budget, c'est
c'est vraiment genre l'un des pays les plus chers du monde. Le planificateur à contresens indiquait 45 € par jour et par personne comme budget moyen à Singapour. Évidemment que moi mon budget de 33 € par jour et par personne n'était pas du tout réaliste, donc je le savais et c'est pas grave. Tu peux faire tous les efforts du monde, t'arriveras jamais à rentrer dans ton budget si de base ton budget pour Singapour n'est pas réaliste. C'était le cas du mien, donc je savais très bien que j'allais le dépasser. Et enfin je vais finir cette vidéo avec mes quelques conseils pour visiter Singapour pour un petit peu moins cher. Genre en gros pour pas trop faire comme moi, tu vois. Le numéro 1 c'est évidemment de se balader à Gardens by the Bay parce que c'est gratuit. Et aussi, je sais plus quand dans la semaine, mais je sais que t'as un spectacle de lumière qui est également gratuit. Donc n'hésite pas à te renseigner là-dessus, ça te permettra quand même de profiter de tous les jardins de Singapour mais sans avoir à payer prix fort, tu vois. Le deuxième ça serait de manger dans les food centers, enfin les hawker centers, donc vraiment la street food. N'hésite pas aussi à te renseigner sur les night markets des différents quartiers, donc que ce soit à Kampong Glam, à Chinatown ou dans les autres quartiers de Singapour. Troisième conseil, et c'est encore un conseil de visite, c'est d'aller au jardin botanique. Le jardin botanique est gratuit, ce qui est payant c'est si tu veux visiter le jardin des orchidées qui se trouve à l'intérieur du jardin botanique, mais te balader dans le jardin botanique c'est complètement gratuit et je crois que c'est ouvert 7 jours sur 7 en plus, donc tu peux vraiment y aller quand tu veux et c'est magnifique, c'est super grand, il y a beaucoup de choses à voir, donc je ne peux que te conseiller d'y aller. Quatrième conseil, déplace-toi en métro et si tu le peux, déplace-toi en métro avec une Mastercard. De ce que j'en ai vu, c'est quand même bien moins cher. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de prendre un verre soit en haut du Marina Basin, soit sur un rooftop qui donne sur le Marina Basin. Ça te permet de prendre un verre tout en ayant une super vue, donc c'est quand même plus sympa, t'as les deux activités en une, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo récap de mon voyage à Singapour. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura donné des infos si toi aussi tu pars bientôt à Singapour, que t'as envie de visiter, que t'as pas non plus envie d'exploser le budget, mais que t'as quand même envie de profiter. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es déjà allé à Singapour et quelle était la visite que t'as préférée. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le budget total complet et détaillé de mes 2 mois et demi de voyage en Asie. Ciao!